Oui, ça marche, hein? Oui, non? Avant de commencer mon exposé, je vais commenter un peu quelque chose de personnel autour de la date. Aujourd'hui, c'est le 24 de mars. Et le 24 de mars, c'est l'anniversaire du coup d'État en Argentine en 1910, non? 67, oui, 76. Je dirais quelque chose à propos justement de ce que nous avons parlé hier soir autour du traumatisme, du traumatisme, des effets sociaux et subjectifs du traumatisme. Il y a 2 ans, j'ai voyagé en Argentine, j'ai acheté les billets, et je ne me suis rendu compte que j'ai acheté les billets en 24 de mars, après 40 années de ces coupes d'État. Et quand j'ai reçu l'invitation pour venir ici, pour parler devant vous, je ne me suis pas rendu compte que c'était aujourd'hui justement l'anniversaire de cette coupe d'État, une autre fois. Mais mon inconscient garde les dates. C'est-à-dire que le traumatisme affecte subjectivement tous les sujets. Les traumatismes sociaux affectent tous les sujets individuellement. Et si nous ne rappelons pas consciemment de ça, l'inconscient garde la mémoire. Bon, sur le sujet du populisme, j'ai appelé mon exposé « On bat les travailleurs ». Le mot populiste a commencé à être employé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle aux États-Unis et en Russie. Aux États-Unis, il est apparu le People's Party qui exprimait la position des petits propriétaires ruraux appauvris par l'industrialisation du pays. Il s'opposait à la modernité capitaliste et proposait une plus grande participation politique, au-delà des limites de la démocratie représentative. En Russie, le populisme avait un rapport avec l'idéal romantique de la vie agraire et des formes de la vie en commun. Les deux mouvements cherchaient la représentation politique des masses, des paysans. Au commencement de la révolution russe, les bolcheviks qualifiant les politiques des mencheviks comme populistes parce qu'ils ne voulaient pas détruire le système capitaliste, mais favoriser ou améliorer les conditions du peuple, sans changer les rapports de classe. Cela a provoqué plus tard la division entre le communisme et la social-démocratie. En Europe, le nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie, en Espagne ou au Portugal ont été une expression extrême du populisme, étant donné qu'ils ont remplacé la démocratie libérale représentative par un rapport direct entre le peuple et son leader. Tous ont exacerbé un nationalisme qui idéalisait les essences raciales de leur peuple et par conséquent, ils ont été racistes. Entre les 2 guerres mondiales, sont apparus en Amérique latine des mouvements sociopopulistes. Un paradigme de cela a été le péronisme en Argentine. C'est le cas clinique, entre guillemets, dont je vous parlerai. Ces mouvements avaient quelques traits du fascisme, mais ils respectaient néanmoins la démocratie libérale. En tout cas, il y avait ces rapports privilégiés entre le peuple et son leader. Le péronisme a favorisé l'accès pour les travailleurs à de nombreux droits politiques, sociaux et syndicaux. Parmi ceux-ci, le vote pour les femmes en 1945. En plus, la réussite économique de sa politique industrielle a favorisé l'expansion de la classe moyenne et une amélioration notable du niveau de la vie de la classe ouvrière.
Du point de vue politique, le péronisme a neutralisé les avancées des socialistes et des communistes, en développant une partie de leurs revendications. Mais il n'a jamais voulu la transformation des rapports de classe. Sa proposition était d'articuler les classes pour préserver l'indépendance nationale contre l'ennemi extérieur, l'impérialisme, dont les pouvoirs dominants en ce moment, fin de la Deuxième Guerre mondiale, était passé de l'Angleterre aux États-Unis. Une faction de la classe dominante, celle qui voulait développer l'industrie du pays et s'opposer à l'oligarchie des propriétaires fonciers, a promu un mouvement de masse, le péronisme, en déviant la lutte de classe interne contre l'ennemi extérieur. Péron va écrire un petit livre qui s'appelait « L'heure des peuples », dans lequel il disait que l'année 2000 nous trouverait, nous, les latino-américains, unis ou dominés. Il nous a trouvés dominés après l'écrasement des mouvements de libération qui ont été réprimés pendant les années 70 par des sanglantes dictatures militaires au service de l'impérialisme et de la classe dominante. Mais dans les premières 15 années de ce siècle, Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Chavez en Venezuela, Correa en Équateur, Morales en Bolivie, Mujica en Uruguay, Bachelet au Chili et Lugo au Paraguay, tous élus démocratiquement, ont développé des mouvements populaires et des alliances comme les Mercosur et l'UNASUR pour préserver leur pays de l'impérialisme américain et européen. Ces gouvernements, qui ont été qualifiés de populistes au sens péjoratif par les masses médias européennes, comme par exemple le journal El País, soi-disant référent de la social-démocratie espagnole, se sont ouverts aux échanges multilatéraux et ils ont exécuté des politiques économiques keynésiennes qui ne répondaient pas aux recettes du FMI, qui favorisent habituellement les intérêts des multinationales, des oligarchies financières, industrielles et des propriétaires foncières. Ces gouvernements ont favorisé les industries nationales en nationalisant quelques-unes et aussi avec la régulation des biens d'importation et les flux de devises et de pensions, ainsi que le développement du marché de consommation interne. Tout cela a énormément diminué la pauvreté parce que l'emploi a beaucoup augmenté, mais aussi parce que le niveau des salaires et des pensions ont augmenté du point de vue nominal et relatif. En Argentine, pendant les périodes 2002-2015, le PIB a doublé en arrivant à 500 millions de dollars. Et la dette publique a diminué jusqu'à 40% du PIB. On doit penser qu'à la communauté européenne, on recommande 60% comme maximum. Comme conséquence de cela, la perception des impôts, aujourd'hui toute l'administration publique est informatisée, a augmenté énormément, ce qui a permis que l'État puisse investir non seulement en infrastructures, mais aussi en éducation, santé et assistance sociale. Les fonds de pension de retraite qui auparavant étaient privatisés en suivant des politiques néolibérales ont été nationalisés en donnant couverture à 6 millions de citoyens en plus qu'avant n'avaient pas de pension et améliorant aussi la valeur nominale et relative des pensions. En outre, le gouvernement a promu de nombreux droits des travailleurs et d'autres types de sociaux, comme le mariage homosexuel, une législation de mass médias qui ont été reconnues par les professionnels de toute l'Amérique latine. En Argentine, il y a une totale liberté d'expression. Finalement, les répresseurs de la dictature militaire ont été jugés et condamnés, ce qui est inédit dans le monde, parce que ni d'autres pays latino-américains ni en Europe ne s'est produit une chose semblable. On doit penser que Nuremberg a été imposé par les Alliés. De plus, aussi bien l'armée et l'Église ont demandé pardon publiquement. Malgré tout cela, ce qui qualifierait les pays comme en démocratie avancée, même s'il reste encore beaucoup à faire,
les gouvernements de Nestor et Christina Kirchner ont été attaqués par la presse européenne et qualifiés de populistes au sens péjoratif du terme. Avant de commencer ou de parler concrètement du populisme, je dirais qu'on doit distinguer bien deux choses. Le populisme de la démagogie, parce que tous les partis politiques sont démagogiques, et aussi du nationalisme. Le nationalisme n'est pas à confondre avec le populisme. Bon, je parlais de l'apport de Laclos. Vous savez, c'est un philosophe marxiste argentin qui a publié, entre d'autres œuvres, La raison populiste, dans laquelle il tente de donner une explication politique précise du populisme. Je ne peux pas développer ici toute sa théorie du discours et son rapport avec la politique, mais je dirais qu'il a pris des éléments de Gramsci, de Freud, de Saussure, de Lévi-Strauss et de Lacan. Il souligne que la référence au peuple, à ses symboles et à ses valeurs est habituelle dans les discours de gauche et de droite. Les classes dominantes utilisent cette notion pour neutraliser sa puissance révolutionnaire, autant que les classes dominées le font pour développer son antagonisme. Il s'agit des éléments idéologiques qui changent plus lentement que les structures des classes parce qu'ils représentent des moments abstraits du discours qui expriment une contradiction inhérente à toutes les sociétés de classe au-delà de son mode de production. C'est une citation de son œuvre. Selon l'auteur, de nombreux discours idéologiques font référence au peuple, mais cela ne les spécifie pas comme populistes. Ce qui transforme un discours idéologique en populiste, c'est une forme caractéristique d'articulation des interpellations populaires démocratiques. Sa thèse est que le populisme consiste dans la présentation des interpellations populaires démocratiques comme ensemble synthétique antagonique à l'égard de l'idéologie dominante. Alors, à partir de cette définition, on peut distinguer des populismes de classe dominante et des populismes de classe dominée. Dans les premiers cas, c'est-à-dire les populismes de classe dominante, il se produit, je cite, dans les blocs dominants, une crise profonde parce qu'une fraction veut imposer son hégémonie et n'arrive pas à l'imposer dans la structure sociale existante de ces blocs de pouvoir. Alors, une des solutions peut être une appellation directe aux masses de la part de cette fraction pour développer son antagonisme contre l'État. J'ai déjà parlé de l'exemple du péronisme, mais il y a un autre cas que c'est celui du nazisme. Je cite, « Le capital de monopole ne pouvait pas imposer son hégémonie dans le système institutionnel existant, tel qu'il l'avait fait en Angleterre ou en France, et il ne pouvait pas se appuyer non plus sur l'armée, qui était un enclave sous l'influence de Juncker, c'est-à-dire de la noblesse des propriétaires fonciers. Alors, se servant d'un mouvement de masse, il a développé le potentiel antagonisme des interprétations populaires, mais articulé de façon à empêcher leur canalisation révolutionnaire. Le nazisme a exalté les idiots patriotiques et appelé au racisme pour opérer cette déviation. Ce qui s'est passé d'une autre façon, plus légère, mais aussi avec le péronisme en Argentine. Dans le populisme des classes dominées, la lutte idéologique consiste à approfondir l'antagonisme implicite dans les interpellations démocratiques en l'articulant au propre discours de classe. La lutte de la classe ouvrière consiste, par son hégémonie, à obtenir le maximum possible de fusion entre l'idéologie populaire démocratique et l'idéologie socialiste. Dans ce sens, un populisme socialiste n'est pas la forme plus arriérée de l'idéologie ouvrière, mais sa forme la plus avancée. Le moment où la classe ouvrière a réussi à condenser dans son idéologie l'ensemble de l'idéologie démocratique dans une formation sociale déterminée. C'est une citation que j'ai faite et on peut apprécier là que pour cet auteur, le populisme des classes dominées n'a pas en valeur
péjoratif. Pour lui, le populisme est une des formes de la constitution de l'identité du groupe social. Le peuple n'est pas une expression idéologique, mais un rapport entre des agents sociaux et implique trois dimensions structurelles. A. L'unification d'une pluralité de demandes hétérogènes dans une chaîne d'équivalence, à partir de quelques signifiants vides. Par exemple, aller contre les riches, les exploiteurs, l'impérialisme, l'État espagnol, les juifs, les immigrants, etc. B. La constitution d'une chaîne... Pardon, je ne sais pas. Bon, et la division entre la sociale en deux parties. Et la conciliation de la chaîne d'équivalence moyennant la construction d'une identité populaire qui est du point de vue qualitatif plus que la somme des liens d'équivalence. Dans les exemples que je viens de donner, on peut voir qu'il s'agit toujours de questionner ou d'attaquer un signifiant maître en dénonçant un vol, une appropriation. Il s'agit d'attaquer les pouvoirs de la droite. S'il s'agit d'attaquer les pouvoirs de la droite, les signifiants interpellés sont les riches, les exploiteurs, l'impérialisme, etc. Ce qui fait penser au discours hystérique. Et s'il s'agit de la manœuvre de déviation discursive du populisme de droite, ce sont les juifs, les immigrants, etc. La droite néocapitaliste actuelle, avec sa mensongère théorie de l'épanchement, dont Piketty a bien démontré la fausseté parce que la plus-value, le plus de jouir des classes dominantes a augmenté à échelle globale d'une façon exponentielle, tandis que la distance avec les salaires des travailleurs s'est accrue, permet ou exacerbe, selon les cas, la ségrégation raciale et économique des immigrants, en tant que bouc émissaire, c'est-à-dire de ceux qu'elle exploite le plus, utilisent pour maintenir les salaires contrôlés, approfondissant en même temps la division entre les travailleurs. On peut constater que beaucoup de travailleurs européens se plaignent d'une façon jalouse et paranoïde des bénéfices accordés aux immigrants pour justifier leur violence raciale. Cela fait penser que dans ces cas, nous sommes face à la pente paranoïaque du discours capitaliste, qui, à mon avis, est un pseudo-discours maniaque. On sait que le sujet maniaque devient paranoïde en fonction de ce qu'il a volé. Lacan anticipe dans sa proposition de 1977 que les marchés communs européens produiraient une augmentation des processus ségrégatifs, ce qui se passe aussi aux États-Unis. Que pouvons-nous dire du point de vue psychanalytique à ces propos? Il y a quelque chose qui pose question à beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi les classes dominées, ou au moins une partie significative d'entre elles, votent les candidates de la droite ou leur permettent de gagner, à contrario de leur intérêt des classes, en fonction de la fragmentation politique des partis de gauche. Les explications sociopolitiques ne semblent pas épuiser la question. Est-ce que la psychanalyse peut-elle dire quelque chose à ces propos? Si j'ose paraphraser le fantasme on bat un enfant sous la forme de on bat les travailleurs, ce n'est pas que je pense à un inconscient collectif, mais on peut constater qu'il y a des croyances collectives et pourtant des fantasmes qui sont partagés par une société ou bien une partie de celle-ci à un moment déterminé de son histoire. Premier précis sur ce point. Je cite. C'est un livre sur le féminin, non, je ne me rappelle pas les titres. Féminin, Révolution sans fin. Qu'est-ce qu'il dit premier là? Si ce sont deux ordres différents, l'un ne serait pas rien sans l'autre. L'inconscient se projette sur les camps politiques, sans lesquels il n'apparaît pas, et au défaut duquel il ne saurait comment passer à l'acte. Il n'existe par exemple aucune solution psychique à la contradiction de l'amour et de la haine du père.
de sorte que la haine se projette hors de la famille. Dès l'enfance, elle s'extériorise sur les mastodontes d'un loup animal phobique, lui-même propice à l'invention d'un totem. Ces processus, déjà politiques, entre guillemets, s'enclenchent avec des rituels, ces devoirs, ces transgressions, ces exclusions qui organisent sous ces prisées. La vie en société serait en consistance sans la subjectivité qui s'y projette, non sans une torsion qui la rend méconnaissable. De l'inconscient à sa projection politique, une langue inconsciente ne se traduit pas dans une autre qui serait politique, puisque la politique est la seule expression possible des idiots nés de la culpabilité. L'inconscient joue ainsi la carte forcée d'une aventure dans la cité, où le souverain représente une sorte de père à l'envers de celui qui règne aux cieux. Il promet que tout s'arrangera bientôt, ici et bas peut-être, après la mort sûrement. En ce sens, la pensée partisan, les conflits, l'amour du chef assurent à chacun le pain quotidien de son refoulement. C'est la pierre tombale posée sur les parricides. Les plans de rédemption sont toujours politiques, c'est-à-dire qu'on cherche le pardon par l'acte parricide, ce qu'il a développé un peu avant. Il est certain que dans notre monde néocapitaliste, il est plus difficile de trouver un souverain à tuer, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de marchés financiers qui n'ont pas un homme ni un représentant défini qui puisse être haï. Mais il y a toujours un petit maître, comme Macri en Argentine ou Macron en France, qui vient occuper cette place de manière circonstancielle. Or, il est clair qu'il y a des périodes de régression politique du domaine populaire qui débouchent sur un échec électoral, par exemple. Et on pourrait penser que là, se réactive le fantasme partagé, on bat un enfant, sous sa forme, on bat les travailleurs, comme effet d'un changement discursif. Le S1, le signifiant maître, revient à la place du semblant. Je prendrai l'exemple de ce qui se passe actuellement en Argentine. Après une période de réussite économique et sociale, la majorité du peuple a voté un gouvernement néolibéral à outrance, qui est en train de renverser tout ce qu'on avait atteint. Entre d'autres, la loi de la santé mentale qui avait développé l'ancien gouvernement et qui était une des plus avancées du monde. Le petit maître néocapitaliste, Macri, a été intronisé une autre fois, renouvelant aussi ainsi la séquence des fantasmes populaires, d'être battu, de séduction et de parricide. Si avant les signifiants riches ou oligarques pouvaient polariser l'antagonisme des classes populaires pour nourrir les fantasmes parricides propres à chacun, on constate que dans les périodes de régression, les classes dominées expriment leurs plaintes moyennant des signifiants de l'ordre du victimisme. Le gouvernement des CEOs de Macri bat, réprime le peuple au niveau institutionnel, légal, policier, de travail, économique, etc. Cela promeut des identifications populaires pour dénoncer les perfides promesses de campagne, la séduction exercée en contrepoint avec ce qu'ils ont fait réellement, ce qui à son tour provoque une autre fois les fantasmes parricides. On reviendra, volveremos. C'est qui était toujours la devise du péronisme depuis qu'Eva Perón a dit avant de mourir « Je reviendrai et je serai des millions ». Si l'inconscient se projette sur l'écran du politique pour passer à l'acte, et que le politique est la seule expression possible des idiots nés de la culpabilité pour les parricides, est-ce qu'on peut en déduire que quand un peuple va contre ses intérêts de classe, ce qui se produit, c'est une identification avec l'agresseur, c'est-à-dire avec ses signifiants maîtres? Est-ce qu'on est condamné à une répétition dans les sociales, encore qu'il ne soit pas toujours dans les mêmes scénarios ni avec des résultats identiques, de ce cycle infernal des fantasmes partagés collectivement et de la insatisfaction hystérique qu'elle comporte?
Marx rêvait d'un monde différent où la dictature du prolétariat, en tant que passage intermédiaire, pourrait en finir avec cela à partir de l'appropriation des moyens de production. Aujourd'hui, je sais ce qui passe ici. Il manque une feuille. Bon. Aujourd'hui, il s'agirait plutôt de l'appropriation des moyens financiers, pas seulement des moyens de production. Mais on voit que de toute façon, ça ne résout pas les problèmes, parce qu'il s'agit, au-delà de la question économique, comme a souligné Gérard, qu'il s'agit d'une question discursive, au fond. Et on a vu, par exemple, que dans les dites sociétés socialistes, il s'est reproduit les mêmes schémas d'une autre façon. Je reprends une autre chose, c'est que ce que dit Pommier sur du féminin et ses effets révolutionnaires, sans fin. Il y a des expériences récentes qui les montrent, comme par exemple les mères de Plaza de Mayo en Argentine, et aussi les femmes qui ont provoqué la chute de la dictature militaire de Banzer en Bolivie. Eduardo Galeano nous rappelle que la femme qui avait commencé à elle seule ce mouvement a favorisé l'identification d'autres femmes. Un peu avant, cette femme avait posé la question suivante dans une assemblée politique pleine d'hommes. Qui est notre ennemi principal? Et on lui a répondu, la dictature. Et alors elle a dit, non, c'est la peur de la castration ou de la mort, bien sûr. La féminité implique effectivement l'ascension du manque à être qui peut permettre de sortir parfois de ces cycles fantasmatiques, hystériques, infernales. Mais là, c'est ponctuel et contingent. Le discours analytique permet-il d'envisager un monde où chaque sujet serait-il maître de son désir, responsable de son inconscient et aussi en tant que citoyen? Est-ce que l'assomption du manque à être partagé avec les autres pourrait-elle finir avec la fraternité caïnite et permettre ce qui se donne et que ce qui se reçoit de l'autre soit juste et satisfaisant pour chacun?